Bonjour à tous, bienvenue sur A-News Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu. Alors comme à l'habitude, j'ai toujours le plaisir d'accueillir sur ce plateau des dirigeants d'entreprises. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Lambrix. Bonjour Franck. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes président de Securitas France, entre autres. Nous parlerons de vos différentes fonctions après. Bonjour Florian Rondeau. Bonjour Virginie. Et donc vous êtes directeur général de SafeScore et on va découvrir ce qu'est SafeScore dans un petit moment. Je vais commencer par vous Franck. Alors avant de parler de Securitas, on va parler de votre parcours si vous le voulez bien. Alors vous êtes belge. Je suis belge, oui. Et nous en sommes ravis d'accueillir la Belgique. Vous Merci. avez fait des études à Anvers, en économie, communication, finance également, ce qui vous a conduit à avoir des postes rapidement de management. Donc vous avez démarré il y a 30 ans chez Securitas. Presque 30 ans. Presque 30 ans, Presque vous avez 30 raison, ans, en oui. 1997. Tout à fait. 29 ans, on va dire. Voilà, bientôt 30 ans. Et vous avez occupé différents postes. Alors, tout d'abord en Belgique, chez Securitas, uniquement en Belgique de 97 à 2015. Ce sont vos premières fonctions au sein de Securitas. Et puis après, vous êtes parti en Afrique en tant que CTO. Vous êtes occupé de tout ce qui est Middle East, Asie, responsable de tous les aspects de développement technologique et informatique pour la région IMIA, puis président de Securitas France depuis juillet 2023, tout en occupant toujours des fonctions de CEO Securitas Belgique, si je ne m'abuse. Depuis 2023, non, évidemment, c'est juste la présidence en France. Juste la présidence en France, voilà. Mais vous êtes toujours... Par contre, vous habitez toujours en Belgique, vous faites les voyages entre la Belgique et la France. J'ai fait beaucoup de voyages. La semaine, je suis en France, évidemment. Voilà, essentiellement en France pour les fonctions que vous occupez et à titre personnel, vous êtes toujours en Belgique, on va dire. Voilà, alors on va rappeler un petit peu, alors si tout le monde connaît Securitas quand même, qui est le leader en termes de sécurité, on va rappeler quelques dates qui sont importantes. Alors toute l'histoire commence en 1934 avec le fondateur de Securitas, Erik Philipp Sørensen, qui est une toute petite entreprise à l'époque, puisque c'est une entreprise suédoise de sécurité qui n'emploie que 3 agents au tout début. Tout au début, oui. Voilà, donc au fil des années, l'entreprise grandit, grossit. On va passer très vite les années. En 1972, le groupe est rebaptisé Securitas, puisque ce n'était pas le nom du départ. Et Securitas, pourquoi ? Puisqu'en fait, ça fait en l'occurrence appel à la déesse romaine du même nom, la divinité de la sécurité et de la stabilité. Voilà, donc il avait choisi un beau nom pour représenter cette entreprise avec un logo composé de 3 ronds rouges, ces 3 ronds rouges voulant dire en morse, en fait, la lettre S, si je ne m'abuse. Voilà. SOS. Exactement, SOS, voilà. En 1992, le groupe Securitas s'installe sur le marché français, donc sous la marque Protectas. Et puis, voilà, en 2000, il y a la naissance de la marque Securitas France. En 2001, le groupe décide de s'organiser en 5 divisions spécialisées qui sont... À l'époque, il y avait la télésurveillance, il y avait la mobile, la technologie, la surveillance humaine et l'aviation. Voilà, donc déjà on voit un développement conséquent et en 2022 avec l'acquisition de Stanley Security, qui était, si je ne m'abuse, en fait une filiale spécialisée dans la sécurité électronique de Stanley Black & Decker, que Securitas avait mis en bourse en 2006, avant d'être acquise par Stanley Black. Donc finalement, c'était juste un retour aux sources quelque part. Une sorte de retour aux sources. Voilà, et qui est devenu Securitas Technologies. Une belle montée en puissance. Quand on devient président de Securitas France, même si vous avez eu tout un parcours au sein de Securitas, bientôt 30 ans, 29 ans, qu'est-ce que ça fait ?
D'abord dire que j'ai eu, comme vous avez dit, l'expérience ou l'opportunité de découvrir en Belgique tous les services de sécurité. Et en fait, aussi en France, nous avons la chance d'avoir toutes les spécialisations bien représentées sur le territoire national. Et donc, en fait, le rôle de président en France, comme en Belgique, évidemment, l'idée est de faire évoluer le métier en général et surtout nos activités en France en se positionnant en tant que leader de la sécurité intégrée. Voilà, et on va revenir justement sur ce positionnement juste après Franck. Je me tourne vers vous, Florian. Alors, même chose, je vais rappeler un petit peu d'où vous venez. Alors, vous, en fait, vous avez démarré, j'ai envie de dire, de l'autre côté de la barrière avant d'être dans la sécurité privée, prestataire, puisque en 2013, vous étiez directeur technique et sécurité adjoint chez Unibail-Rodamco. C'est ça, j'ai commencé directeur sécurité adjoint chez Unibail-Rodamco et j'ai navigué entre différents centres commerciaux en passant directeur technique et sécurité à la fin de cette année. Voilà, alors un très petit parcours chez Advantail, effectivement, et puis vous retournez chez Unibail-Rodamco Westfield, puisqu'entre-temps, on avait Westfield qui était rattaché, pour arriver en 2021 chez SafeScore. Quelles étaient vos missions chez SafeScore au début ? Alors, je suis rentré en tant que chef de projet chez SafeScore. L'idée était d'amener mon expertise métier, ayant été de l'autre côté de la barrière pendant 7 ans. J'avais une compréhension des besoins des clients finaux qu'on a aujourd'hui. Et donc, je suis arrivé avec cette casquette-là. Très bien. Alors, SafeScore a été créé il y a 20 ans. Par une personne qui s'appelle Jean-Jacques Wagner, donc créé en 2005. Quelle était l'idée de départ ? Alors, l'idée de Jean-Jacques, il y a 20 ans, c'est de se dire que les grands donneurs d'ordre, les grands utilisateurs de sécurité humaine avaient une difficulté, c'était centraliser l'information au même endroit et être capable de voir en temps réel où est-ce que les prestations avaient lieu, la volumétrie. Et puis il y avait déjà un mantra qui était la capacité, via des outils de main courante électronique, à alerter les bonnes personnes au bon moment. Il y a un flot continuel d'informations avec les agents de sécurité et l'idée c'était de toujours alerter la bonne personne au bon moment. Très bien, alors vous êtes aujourd'hui éditeur de logiciels français dans la digitalisation des services. Et vous allez bien au-delà de la France puisque vous êtes également présent en Europe. Quelle est la spécificité de ce logiciel ? Alors, SafeScore, c'est français, vous l'avez dit, le nom s'y prête pas, mais c'est français. L'idée de SafeScore, c'est d'être la tour de contrôle pour les prestations de services. Aujourd'hui, on digitalise les prestations de sécurité, sûreté, mais on va aussi jusqu'à FM, propreté. Et l'idée, c'est pour les grands donneurs d'ordre d'être capable de compiler un maximum de données et de donner la bonne information et d'exploiter cette donnée correctement. Et effectivement, l'international se porte de mieux en mieux chez SafeScore, avec aujourd'hui des déploiements dans l'Est de l'Europe, comme la Pologne, le Danemark, ce genre de choses. Grâce à ces outils, aujourd'hui, quelle est la plus-value et qu'est-ce que ça permet justement à ces directions ? Quels sont les retours ? Alors, l'idée, c'est de limiter le temps de back-office. Pour toutes ces prestations-là, il y a eu une époque du papier qui était révolue, mais on a tous migré vers l'analyse via des tableaux Excel, et qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup de saisie. Et donc, l'automatisation des données et la fiabilité de ces données, c'est là-dessus qu'œuvre SafeScore au quotidien. Vous êtes spécifiquement sur la partie retail ? Non, du tout. Vous diversifiez, vous avez commencé sur la partie retail. Exactement, historiquement. Et vous diversifiez aujourd'hui sur d'autres verticalités ? Mais bien sûr, on est passé sur le marché des hôpitaux, par exemple. Si on peut faire un petit aparté, 2024, c'était les JO. On était aussi sur les JO, plutôt sur la partie maintenance. On a été l'outil de ticketing pour les sites qui étaient exploités, donc un peu plus de 170 sites. Et on s'est aussi tourné vers les prestataires de sécurité, sûreté ou de propreté, puisque c'était nos premiers utilisateurs, in fine. Les donneurs d'ordre prennent des outils qui sont alimentés majoritairement par des agents. Dans ma carrière, j'ai par exemple travaillé souvent avec Securitas, et donc on adresse aussi le marché des sociétés de sécurité et sûreté. Très bien. Le volume d'impact aujourd'hui de SafeScore, vous dire qu'il gère
plus de 100 000 sites, c'est bien ça? C'est plus de 100 000 sites, c'est plusieurs centaines de milliers de prises de service tous les mois. Chaque année, c'est des millions d'opérations qui vont d'un événement de main courante, une mission, une tâche définie, une ronde réglementaire, ce genre de choses. Vous parlez de 300 000 opérations tracées aujourd'hui? 300 000 opérations, oui, c'est en moyenne ce qu'on fait sur un mois. Alors, on a parlé tout à l'heure de verticalité au niveau des marchés. On va parler de la verticalité au niveau fonctionnel des solutions SafeScore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, je crois qu'il y a 3 grandes verticalités fonctionnelles aujourd'hui. C'est ça. Depuis le début, on a parlé de la performance opérationnelle, c'est-à-dire les outils de traçabilité d'une prestation. Ça va de la conformité lorsque l'agent est intégré dans l'outil. Est-ce qu'il dispose des documents conformes pour pouvoir exploiter? Est-ce qu'on a la planification? Toute la traçabilité des opérations au quotidien, on l'a dit, les rondes, la main courante, ce genre de choses. Donc c'est une première verticale, la performance opérationnelle, qu'on décline sur les différents métiers de service. Et ensuite, on a 2 autres verticales. Une qui est plutôt compliance, contrôle interne, qui est mesurer la qualité des processus. Et une dernière verticale qui est liée à la santé et sécurité du travail. Donc là, on va parler documents uniques, on va parler sinistralité avec les accidents de travail. Alors, vous utilisez beaucoup l'IA pour une sécurité augmentée, comme vous le dites, mais une IA, vous le soulignez, souveraine, c'est-à-dire? La souveraineté, c'était déjà des enjeux il y a 20 ans, lorsque M. Wagner a créé SafeScore, puisqu'il a, à l'époque, essayé de démocratiser et même réussi la démocratisation d'un modèle SaaS, c'est-à-dire un modèle cloud. Avant, on avait les serveurs sur chacun des sites. Aujourd'hui, c'est plutôt géré par le cloud, avec des data centers en France. Donc, on parlait déjà de souveraineté il y a 20 ans, parce qu'aujourd'hui, on a un partenaire Calanda, qui était le même il y a 20 ans, avec lequel on infogère nos data centers. Donc, nos data centers restent en France. Aujourd'hui, c'est des data centers qui sont dans le sud de la France. Et on a eu la même démarche avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est plus un sujet technologique. Il y a des grands acteurs qui s'en occupent. Donc, sur le côté européen et français, on va avoir Mistral, le plus historique étant OpenAI avec ChatGPT. Et donc, même chose, on a, comme tout le monde, il y a 4 ans, commencé à travailler plutôt avec OpenAI qui était précurseur. Et on a commencé une bascule dès 2024, qu'on a opéré sur tout 2025. Et puis, on peut dire là, depuis 2 semaines que aujourd'hui, on utilise uniquement des composants Mistral dans les outils IA qu'on propose à nos utilisateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est demandé par les clients de plus en plus? Est-ce qu'ils sont sensibles à cela? C'est l'actualité. Hein. Vous pouvez ouvrir les Échos le matin ou n'importe quel journal, il y a toujours un sujet sur l'IA. Donc tous nos clients sont plutôt alertes. On a un prisme légèrement différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils ChatGPT, le chat Mistral, pour les administrateurs, pour les acheteurs, c'est accessible. Financièrement, il n'y a pas de contrainte. Je pense que Franck ou moi, si on veut une licence, on arrive à avoir une licence et on le fait. Notre idée à nous, c'est plutôt de fournir l'IA à tous les opérateurs qui saisissent les données, justement pour faciliter l'automatisation et la fiabilité. Un opérateur de sécurité-sûreté, si on prend un exemple d'un opérateur de vidéosurveillance qu'on met dans un PC sûreté, son job, c'est d'utiliser les murs vidéo et les caméras pour essayer de prévenir les situations à risque. S'il doit passer 15-20% de son temps à saisir des événements de main courante avec un reporting type secrétariat, on perd l'efficience de ces personnes qui ont été formées à utiliser la vidéo, qu'on transforme presque en secrétaire. Alors, je grossis le trait, mais l'idée, c'est justement de réduire ces temps-là pour laisser les opérationnels opérationnels. Très bien, je reviens sur effectivement le basculement, et on ne peut que féliciter et applaudir ce basculement vers Mistral. Est-ce qu'il n'est pas difficile à un moment donné de se dire, bon, on va utiliser un outil français, donc souverain, mais on sait qu'il y a moins de données et du coup, on va peut-être perdre ou finalement pas du tout? Pas du tout, on a de la chance que Mistral est un cadre sur l'IA dans le monde. On le voit sur les dernières actualités, il était en Inde justement pour en parler. Donc non, c'était pas un sujet, c'était plus un sujet
latence qu'il peut y avoir entre la sortie OpenAI en grande pompe, etc., et puis la mise en place de Mistral. Aujourd'hui, on a les performances identiques, voire certaines performances au-dessus avec Mistral, donc non, c'est pas un sujet. Et vous faites bien, c'est pour ça que je vous posais la question, vous faites bien de le dire, Florian, parce que parfois, effectivement, c'est une question qui est posée. Franck, ceci vous parle? SafeScore, l'application, le logiciel utilisé, qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Évidemment, c'est un enjeu essentiel pour d'abord nos opérations et surtout aussi les clients. Il faut documenter les opérations, il faut enregistrer, mais tout ça donne que un reporting des données qui sont à la limite structurées, mais pas d'informations. Et je pense que là, en fait, c'est l'enjeu d'aller un peu plus loin et de transformer les data en intelligence. Ce qu'on fait aussi chez Securitas avec des applications ou des outils, des portails comme MySecuritas. Et comme chez vous, évidemment, toujours la même discussion de la souveraineté avec nos clients, RGPD, protection de la vie privée, protection des données. Et on est capable là aussi, dans cette discussion, de trouver la bonne solution pour le client. Parce qu'il y a encore des clients qui disent tout reste sur site, on ne veut pas exister dans vos systèmes, mais il y a aussi des clients globaux qui disent pour nous l'enjeu est d'avoir en fait une vision totale, peu importe l'hébergement de données. Bien sûr. Donc on a tous les cas de figure et on essaye de répondre aux besoins du client. Merci beaucoup Franck. Alors effectivement, et on va revenir sur cette partie technologie que vous développez de plus en plus. Avant ceci, on va peut-être revenir sur l'implantation géographique. Alors, dans le monde, en Europe, puis après en France. Donc, dans le monde, c'est 44 pays aujourd'hui qui sont couverts par Securitas. 44 pays et 21 en Europe, oui, tout à fait. Le groupe représente un chiffre d'affaires de 14,5 milliards d'euros avec 336 000 collaborateurs. Et en France, on est à 12 500 collègues collaborateurs, et avec un chiffre d'affaires de 825 000, mais surtout, et ça c'est l'essentiel, une présence partout en France avec tous les services de sécurité. Alors, partout en France, avec quand même une organisation sur 3 zones, je crois. 3 zones, 3 directions opérationnelles, l'Est, l'Ouest et Île-de-France. Voilà. Très bien. Voilà, et après, les agences donc, se réfèrent à ces zones géographiques concernées. Vous l'avez dit, pardon, excusez-moi. Au niveau du nombre des collaborateurs, 12 500, ce qui est énorme. On voit le mastodonte rien qu'en France. Quels sont pour vous aujourd'hui, en parlant de collaborateurs, les principaux enjeux RH ? Le principal enjeu RH, je dirais d'un côté, il y en a beaucoup, dans un groupe de 12 500 personnes, il y en a beaucoup. Parlons d'abord peut-être de la diversité et la féminisation, quand même un élément important. Traditionnellement, dans notre métier, la féminisation dépasse souvent pas les 20%, donc c'est quand même un enjeu pour nous. Aussi pour nos collaborateurs en général, on parle beaucoup de la montée en compétences, compétences linguistiques, compétences numériques, parce que les outils, les applications, tout ça est quand même à utiliser, à gérer et souvent encore à apprendre. Et un axe d'investissement pour nous, c'est surtout aussi nos investissements dans l'encadrement, parce que là, avec nos différenciateurs, la responsabilité basée sur nos valeurs, la proximité, connaître les métiers du client et l'expertise, être capable d'apporter des solutions efficaces afin de répondre aux risques et des besoins du client. On investit beaucoup dans la formation de notre encadrement. Alors, 2 choses par rapport à ce que vous venez de dire, Franck, sur la féminisation. Tout d'abord, est-ce qu'on a pu voir quand même, parce que vous parlez à peine 20%, mais il y a quelques années, c'était beaucoup moins que ça. On voit quand même une petite évolution. Et qu'est-ce qui peut être mis en place aujourd'hui pour pouvoir attirer plus de femmes ? Mais ça, c'est une bonne question et c'est un axe de travail, sûr et certain, avec plusieurs initiatives, donc de recrutement sans CV, des job days bien spécifiques, et on essaie vraiment de pousser la féminisation. Il y a, par exemple, dans le domaine, ça dépend un peu du secteur de l'activité, la mobile, typiquement, il y a moins de femmes. Par contre, dans l'encadrement, l'administration, on a beaucoup plus, mais on essaie de vraiment
trouver l'équilibre et on pousse aussi la féminisation dans l'encadrement opérationnel, surtout opérationnel. Il y a des aides, du coup, un accompagnement pour les femmes, parce que, alors, parfois, c'est juste un frein psychologique, comme on dit, ou parfois elles se disent, de par ma situation familiale, je ne vais pas pouvoir accéder à ce type de métier. Il y a un accompagnement ? Un accompagnement, c'est-à-dire, évidemment, l'élément essentiel, c'est le planning. Évidemment, la disponibilité, les heures de travail, et avec notre convention collective, je pense que nous avons vraiment développé quelque chose qui donne quand même un peu de visibilité et qui aide à accompagner un peu les collaborateurs et la femme. Merci. Au niveau maintenant du middle management, on le sait, ça a été un combat depuis quelques années, avec notamment ce BTS MOS qui a été mis en place pour ceci et d'autres, on va dire, diplômes ou solutions ou accompagnements. Vous le dites, c'est quelque chose d'essentiel. Est-ce que là encore, on voit une évolution, une prise de conscience de cette importance du middle management ? Disons qu'au niveau de la branche, c'est évidemment un rôle, c'est une fonction reconnue au sein du GES. On en parle aussi régulièrement, on essaie de structurer un peu. De l'autre côté, c'est quelque chose qui différencie aussi les sociétés. Et Securitas investit beaucoup là-dedans, avec notre propre centre de formation, avec notre école du management. Nous avons développé un programme de formation, un programme qui focalise en fait sur 2 axes. Évidemment, comme je viens de dire, nos différenciateurs, la responsabilité, proximité et expertise, mais aussi de développer nos managers, évidemment, tout d'abord, afin d'être un bon manager, mais surtout aussi de se positionner en tant que conseiller. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. On n'est pas juste un prestataire de service, on l'est encore dans certains cas, mais surtout on essaie de se positionner en tant que co-créateur, conseiller pour le client, afin de trouver le bon mix entre le service et la technologie. Et cette formation interne, finalement, permet aussi de récompenser, je présume, quelque part, les personnes les plus motivées, compétentes, vers un rôle... Ça veut dire pour les collègues, les collaborateurs motivés, évidemment, il y a des pistes, des possibilités d'évolution, de développement. Oui. Avec une promotion interne, finalement. C'est une promotion interne et je tiens aussi à dire que c'est un investissement important. Alors, on a parlé de Securitas Technologies, l'innovation, la digitalisation, vous l'avez dit tout à l'heure, Franck, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait partie de vos préoccupations ou du moins de vos souhaits, des enjeux d'évolution et ce depuis quelques années, Securitas y travaille. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, Securitas allie à la fois l'humain et la technologie. En termes de technologie, vous poussez la robotique, la vidéosurveillance, d'autres outils ? Avant tout, on pousse la bonne solution. Et ça veut dire qu'après, il faut d'abord analyser les risques et les besoins du client, n'oublions pas, et après, essayer de déterminer le bon mix entre la technologie et l'humain. Et c'est vrai qu'on se positionne quand même en tant que leader de la sécurité intégrée. Donc pour nous, ça veut dire le point de départ, c'est le bon mix entre les deux. Et en ce qui concerne la technologie même, là aussi, il y a évidemment une évolution. Ça va assez vite. D'un côté, on essaye d'automatiser certaines choses, certains process. Par exemple, le contrôle d'accès. Et ça veut dire que dans notre métier, si on arrive à automatiser certaines choses, ça veut dire qu'on va évoluer de la prévention vers la réaction, parce que ça permettra surtout de plus, par exemple, analyser le comportement, donc automatiser. Après, quand on parle de la digitalisation, on parle aussi de reconnaissance faciale, traitement d'images. Là aussi, avec l'intelligence artificielle, on peut aller beaucoup plus loin qu'avant. Et le troisième élément dans la digitalisation, là, on revient sur les données, l'information qu'on peut évidemment récolter du terrain et traduire en intelligence pour nos clients. Et je tiens juste encore
encore rajouter un service que nous avons développé récemment, aussi dans le cadre de l'intelligence et la digitalisation. C'est le service qu'on appelle RIC, Risk Intelligence Services. Et ça, en fait, c'est un veille sur les réseaux sociaux. Et l'objectif est de pouvoir détecter des risques en amont. En installant une telle veille sur les réseaux sociaux, on va constater s'il y a des actions ou des activités et que dans une certaine géographie, pour un site, pour un client, une marque ou autre, qu'il y a peut-être des risques et des tensions. Alors on le voit, vous allez beaucoup plus loin aujourd'hui avec à la fois l'aspect technologique qui est complémentaire à l'aspect humain qui était au départ votre cœur de métier, et puis vous allez dans l'anticipation maintenant et la prévention, ce qui montre que finalement vous avez l'ensemble du spectre pour pouvoir apporter des services aux directeurs sécurité-sûreté notamment. Puisqu'on parle de ces évolutions, comment est-ce que vous voyez le rôle de la sécurité privée au moyen terme, dans 5 ans ? Évidemment, c'est un service nécessaire. Et les risques ne cessent pas d'augmenter. Ça, c'est une première chose. Donc, ça sera toujours un service essentiel. Je pense que j'ai 2 choses en tête. Une évolution vers une position de conseiller. Oui. Pas juste un prestataire. Je pense que une société de sécurité privée ou la société du futur doit vraiment se positionner en tant que conseiller afin de pas juste fournir le matériel ou prester les services, mais de vraiment accompagner le client en fonction de ses risques et besoins. Et de l'autre côté, et là je parle un peu du continuum, la co-création dont on parle quand même aussi régulièrement. Vu les tensions globales, il y aura de plus en plus une tension sur le dispositif, le service d'ordre public, l'armée et autres. Et ça veut dire qu'il y a peut-être plus de place pour la sécurité privée en tant qu'acteur reconnu dans le continuum. Bien sûr, Franck, alors on le voit, un mix technologie, humain, conseil, et puis aussi un apport de complémentarité avec les forces de sécurité et l'État pour pouvoir apporter demain des réponses et pouvoir se positionner, puisqu'on sait que malheureusement, il y aura, ou heureusement, il y aura besoin effectivement de compétences supplémentaires demain sur ce sujet. Quels sont pour vous, en termes de marché, les marchés les plus porteurs à moyen terme ? Évidemment, c'est un secret. Mais la réalité d'aujourd'hui est surtout, et on le constate, qu'évidemment, tout ce qui est défense, actuellement, c'est un secteur qui attire beaucoup d'attention en général. Au regard de l'actualité encore. Au regard de l'actualité, mais on vient d'en parler, tout ce qui est numérique, le secteur numérique, avec les créations des data centers qui demandent, et c'est une spécialité de Securitas, même une spécialité mondiale, qui demande évidemment un certain niveau et un haut niveau de sécurité et de protection. Alors, dernière question sur cette prospective et votre vision des choses, Franck. On le voit, le marché se resserre en règle générale avec des fusions, des rachats. Et en même temps, il y a beaucoup à faire encore, on l'a dit. D'après vous, qu'est-ce qui fera que demain, les entreprises perdureront ou pas, celles qui réussiront ou celles qui subiront ? Ça commence avec le sérieux de la société. Je pense que dans notre métier, c'est essentiel d'être une société sérieuse, basée sur des valeurs. Ça, c'est une première chose. Après, comme je viens de dire, d'être capable d'inclure le conseil, d'être conseiller, d'accompagner les clients dans la création des solutions efficaces, aussi afin de gérer leur niveau de coût, et ensuite d'être capable d'innover, d'apporter des solutions innovantes avec un certain degré d'automation, d'intelligence, d'innovation,
Par exemple, encore un dernier exemple peut-être, c'est le Securobot qu'on vient de lancer qui peut aussi, dans pas mal des cas, exécuter des rondes de contrôle aléatoires et détecter une présence. Merci beaucoup Franck, je me tourne vers vous Florian, je sais que vous avez écouté avec beaucoup d'attention Franck sur ces différents sujets. Alors l'innovation chez SafeScore, il y en a beaucoup également. On revient sur l'IA, vous dites que l'IA finalement est au service de l'humain, donc on voit, vous êtes d'accord sur ce sujet. Et clairement, Franck a raison sur ce sujet. Et l'innovation est ce qui va l'idée SafeScore encore sur les années à venir, avec la notion d'accompagnement. Franck le dit. Nos outils doivent permettre d'être une aide à la décision, tant pour les donneurs d'ordre que pour les sociétés de sécurité privée, puisqu'avec la bonne information, on prend les bonnes décisions. Alors, pour en revenir sur l'IA, vous dites que d'ici 2026, vous ambitionnez un déploiement de 50 agents IA spécialisés, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on adressait l'IA plutôt pour les opérateurs. Donc, on essaye d'utiliser des fonctions IA et de développer des fonctions IA à destination de ces opérateurs pour faciliter leur travail. Un exemple que les équipes de Franck doivent connaître, c'est que souvent, l'agent de sécurité, lorsqu'il va faire sa ronde, par exemple nocturne, on va lui dire, si jamais tu vois des désordres techniques, il serait bien de faire un ticket pour que la maintenance puisse faire des actions correctives le lendemain. On utilise ces rondes-là qui sont massives dans les centres. Le coût horaire d'un agent de sécurité est moindre qu'un agent de maintenance, donc on essaye de démocratiser le fait que les personnes qui passent puissent déclarer un événement. Aujourd'hui, avec l'IA, par exemple, une simple photo va permettre de déclencher un ticket vers la maintenance, d'adresser la bonne personne au niveau du service maintenance, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, et c'est un des enjeux pour Securitas. Des fois, il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de la compréhension, et demander à un agent de sécurité sûreté de comprendre un problème technique, c'est pas toujours simple. Sur les éléments que je viens de vous dire. C'est ce que vous disiez, que vous faisiez beaucoup de travail sur ce sujet. Et donc du coup là, l'exemple, c'est un agent qu'on appelle GenPix chez nous, qui on va lui dire, prends juste une photo, l'IA s'occupe du reste, expliquer le problème, localiser et adresser le ticket à la bonne personne. Puis si jamais avec la bonne langue. Avec la bonne langue, enfin en tout cas avec une conversion de la langue entre la langue de l'utilisateur. Enfin, on est agnostique en termes de langage, c'est l'avantage de l'IA. Donc oui, c'est plus de 50 agents à la fin de l'année, parce qu'on va démocratiser les agents avec les cas d'usage de nos clients, avec les cas d'usage des utilisateurs, type les agents de Securitas. Un autre exemple d'agent, c'est que souvent le donneur d'ordre demande d'incrémenter la carte pro, le recyclage de SIAP, ce genre de documents. Donc vous avez des centaines et des milliers de documents injectés dans un outil, avec souvent personne pour les vérifier, sauf le jour du contrôle ou sauf le jour d'un problème. Là, on peut utiliser l'IA, c'est un gain en termes de back-office qui est non négligeable. On intègre le document, on vérifie s'il est conforme en fonction des différentes informations de ce document-là, et puis on va pouvoir le classifier en conforme et alerter sur les documents qui seraient incomplets ou non conformes. Là, c'est un exemple type d'agent IA qui permet un gain de back-office et surtout de fiabilité de la donnée. Merci Florian. Alors, une dernière question. Quand je vous ai posé la question en préparant l'émission sur votre engagement RSE, vous m'avez dit Made in France. Exactement. Made in France. C'était le cas il y a 20 ans avec Calanda pour nos data centers et c'est encore le cas aujourd'hui avec Mistral. Et puis entre les deux, on s'accompagne de partenaires aussi français, typiquement pour sécuriser notre flotte de smartphones. On va utiliser Tiny MDM, qui comme nous a pas forcément un nom qui se prête à être français, mais c'est bien français, c'est basé à Nantes. Sur l'IoT, on va être avec des partenaires de type Tact, par exemple, qui sont français, qui fabriquent en France aussi. C'est un enjeu chez nous, SafeScore, c'est de garder aussi le savoir-faire local en France ou en Europe. Et pour répondre aux enjeux, on va dire, géopolitiques et technologiques du moment, c'est bien d'avoir ces éléments-là dans notre RSE. Merci Florian, merci Franck d'être venu sur ce plateau d'A-News Sécurité. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission.